bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à la boutique Potemkin. Pour ceux qui ne... Voilà, je fais un petit rappel de qui nous sommes. Et voilà, on a un petit espace de cinéphilie dans Paris où on essaie de rassembler des DVD qui sont importants pour nous. On a cette boutique DVD et on est également éditeur de DVD et on distribue aussi des films en salle. Donc quand vous voyez un petit K en haut à droite d'un DVD, c'est la maison Potemkin qui essaye de faire de beaux objets, de beaux DVD, du cinéma assez exigeant, mais du cinéma qu'on aime bien. Voilà. Et qu'on a envie de voir exister. Les rencontres, c'est régulièrement une fois par semaine. Une fois par semaine, on accueille un réalisateur ou un critique, parfois des comédiens, pour qu'ils viennent nous parler de cinéma, de cinéphilie, essayer de faire le lien avec toute l'histoire du cinéma là, qui est derrière vous aussi. Et on essaie de mettre en avant des réalisateurs qui nous sont chers, qu'on suit, des films qui nous ont marqués. Et c'est le cas de Plaire, aimer et courir vite. Au vu des personnes présentes, j'ai l'impression que c'est un film qui a été apprécié, qui a été suivi, qui a été aimé. Voilà. Et donc on est très heureux d'avoir avec nous ce soir Christophe Honoré. Merci d'être venu, Christophe. Bonsoir. Alors, j'ai envie de prendre le micro parce qu'on enregistre et puis voilà, pour ceux qui sont à distance, en province, bien loin, on essaie d'avoir une petite trace. Donc je fais un petit rappel aussi de la personne qui est là, parce que des gens qui ont vu peut-être ton dernier film mais qui savent pas d'où tu viens. Alors tu viens plutôt de l'ouest de la France, de la Bretagne. Tu as fait des études de lettres, je crois, à Rennes, des études de cinéma également. Et tu fais beaucoup de choses parce que tu écris, tu as écrit des romans, des livres pour les enfants, pour des romans jeunesse, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Tu fais des mises en scène de théâtre. On va pas évidemment parler de tout ça, on va essayer de se limiter au cinéma. Et avant de parler du dernier film, moi j'ai toujours une petite question rituelle, parce que je t'ai fait choisir aussi une dizaine de DVD dans la boutique. On les a pas tous, mais ça permet aussi d'avoir à peu près une petite identité cinéphilique de notre invité. Et donc la question rituelle que je pose, c'est la première image, premier souvenir de cinéma. C'est souvent lointain. On tombe souvent sur Bambi ou Blanche-Neige. Non, j'ai évité ça. Enfin, c'est pas évité, d'ailleurs, j'aurais peut-être adoré quand j'étais enfant. La première image du cinéma, je crois que je pense que c'était dans un cinéma à Carhaix-Plouguer, qui maintenant est peut-être un peu connu pour le Festival des Vieilles Charrues, qui était la petite ville pas très loin d'où j'habitais. Et je me souviens de la Guerre des boutons, en fait. Je me souviens des enfants de la Guerre des boutons. Donc, à mon avis, c'était une reprise, parce que je suis pas assez vieux quand même pour être né. Je sais même pas d'ailleurs de quand date la sortie du film d'Yves Robert. Mais je me souviens je me souviens un peu de la Guerre des boutons avec mes parents et je me souviens, c'est aussi parce que après il y a toujours je me souviens de la nudité dans la Guerre des boutons, notamment il y avait quelques enfants tout nus, etc. Et je me souviens que ça m'embarrassait un tout petit peu de voir ça avec mes parents, alors que j'imagine que eux pensaient que c'était tout à fait un film pour moi. Mais je devais avoir, j'en sais rien, 5-6 ans. C'est peut-être vraiment le premier souvenir d'image. Mais après, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que moi, j'appartiens quand même à une génération où les premières images que j'ai vues, c'était avant tout à la télé, c'était pas sur grand écran. Et donc, les premiers films que j'ai croisés, enfin, je me souviens, à l'école primaire, etc., il y avait le mardi soir, il y avait pas mal de westerns, etc. Donc j'avais parfois un peu la chance de pouvoir les regarder. Mais c'était pas des images qui m'ont marqué, en fait. C'est-à-dire que pendant l'enfance, j'ai pas eu je me suis pas... en tout cas, je mentirais à dire que les films m'ont intéressé quand j'avais jusqu'à 10 ans. C'est pas quelque chose en fait qui me frappait tant que ça. J'aimais bien s'il y a un truc qui s'appelait la séquence du spectateur, qui était le dimanche, où il y avait comme ça les bandes annonces ou des extraits de films. Mais c'est venu vraiment plutôt au collège, où là, je sais pas pourquoi, il y a eu une espèce comme ça
de fixation pour moi sur l'objet film, et où soudain j'ai voulu voir beaucoup de films sans mes parents, et c'est devenu une activité à la fois clandestine, on va dire, et puis vraiment obsessionnelle. Et ça s'orientait, c'était un peu tous azimuts comme ça, où il y avait des comédiens, des comédiennes, des réalisateurs, des genres, ça se précisait comment? Non, les acteurs et les actrices, c'est pareil. Pendant longtemps, ça m'a pas tellement intéressé, et pendant très longtemps même. Je dois bien avouer que si je suis honnête, dans mes rêves, quand j'ai commencé à rêver d'être cinéaste, et même tardivement en fait, quand je suis arrivé le premier jour sur un plateau de cinéma où on m'avait confié la charge de metteur en scène, en fait, je savais pas du tout ce que j'allais faire avec les acteurs, et j'ai eu un peu de la chance que ma marraine, ce fut Béatrice Dalle. C'était sur 17 fois Silcassa. Je me souviens très très bien du premier plan avec Béatrice, parce qu'en fait j'étais idiot et j'avais pensé scénario, découpage, mouvement de caméra, tout ça, mais je m'étais pas tellement soucié qu'il allait falloir parler aux acteurs et tout ça. Et la première action, en fait, je me souviens, Béatrice, elle a pas bougé dans le plan, elle a rien fait. Et je pense que c'était une manière de me donner une leçon. Donc je suis allé la voir, elle m'a dit Christophe, si tu me demandes rien, moi je ferai rien. Et c'est vraiment elle qui m'a initié, j'allais dire, à ce travail particulier. Et aujourd'hui, très honnêtement, je pourrais dire que si je suis cinéaste, c'est pour travailler avec des acteurs. C'est-à-dire, au cours des films, en fait, je considère que mon travail avec les acteurs est la part essentielle, on va dire, de mon travail. Mais c'était pas, j'ai pas eu de. Je me souviens que mon grand frère, il avait des photos de Juliette Binoche, de Isabelle Adjani dans sa chambre, etc. Moi, j'étais pas tellement. C'était pas ça qui m'intéressait en fait quand j'étais collégien ou adolescent. C'est venu vraiment dans la pratique des films. Et assez tôt, tu rentres dans le cinéma aussi par l'écriture, par la critique. Parce que tu as vu beaucoup de films, et c'est en parlant du cinéma des autres aussi que tu... Oui, alors après, c'est un bond un peu... c'est-à-dire que donc, quand j'étais au collège, si on veut vraiment faire... c'est très intéressant. Quand j'étais au collège, moi j'étais donc dans une petite ville qui s'appelait Rostronin. Il y avait un cinéma qui s'appelait le Ciné Braise, et qui projetait des films vendredi, samedi, dimanche. Mes copains, ils avaient plutôt à la séance de 20h, je me souviens, c'était les films avec Pierre Richard, etc. Donc moi j'y allais un petit peu pour quand même avoir une vie sociale, mais moi je restais en général à 22h30, où c'était les films justement un peu plus auteurs, on va dire, et ce qui les faisait rire en général, c'était pareil un peu chez mes parents, ça a vite été vécu comme une manière désagréable et un peu mesquine de ma part de vouloir me mettre en dehors d'eux, je pense. Un snobisme. Ouais, un snobisme. Alors, après, un snobisme à Rostronin, c'est... je sais pas comment vous dire ça, c'est-à-dire c'est... voilà, quoi. Donc c'est vrai que... Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à écrire, notamment vous voyez, quand vous êtes au collège, il y a des journaux de collège, etc. Puis c'est pareil, quand je suis arrivé au lycée, après à Carhaix, justement, j'ai fait un petit ciné-club, et j'ai commencé un peu à pérorer comme ça sur les films. J'étais toujours très... voilà, je peux pas dire que les discours que j'avais sur les films, c'était souvent des articles mal digérés, des cahiers du cinéma et tout ça, qui faisaient que je pérorais un peu sur ce genre de film. Mais en tout cas, c'était un goût quand même qui s'est affirmé au fur et à mesure. Et après, quand je suis arrivé à Rennes, c'était pareil. C'est-à-dire qu'après, c'est compliqué, parce que quand vous êtes cinéphile quand même, et que vous avez 15, 20 ans... que vous venez que vous êtes en plus au fin fond de la Bretagne, ou au fin fond de la Creuse, ou au fin fond du Languedoc, j'imagine, c'est pareil. Je sais pas comment dire ça, vous rêvez quand même à des choses qui sont a priori inaccessibles. Et donc c'était une activité un peu maladive, j'allais dire, quoi. C'était aussi une manière forcément d'échapper un peu à mon entourage, à ce que je vivais, etc. Mais c'est vrai qu'après il y a une espèce de discipline en fait qui se fait sur l'écriture, et j'étais assez fier au lycée quand même, parce que je me souviens que j'avais 2-3 lettres de lecteurs qui étaient parues dans les cahiers du cinéma, etc. Et pour moi
c'était la reconnaissance. Ouais, c'était un fait d'armes qui n'impressionnait vraiment personne au lycée de Carhaix. Mais moi, en tout cas, c'est vrai que quand je suis arrivé à Paris après, les Cahiers du cinéma, c'était, je sais pas comment dire ça, c'était vraiment le premier endroit où je suis allé. C'était Passage de la Boule Blanche à l'époque. J'étais mort de trouille. Je me rappelle avoir tourné pendant des heures autour des bureaux qui étaient comme ça, enfin c'était un rez-de-chaussée et pour aller déposer un pauvre CV en tremblant à une standardiste qui certainement l'achetait à la poubelle immédiatement. Mais c'était pour moi, j'avais l'impression en tout cas dans ce que je m'étais construit que ça allait être une première étape. Et puis j'ai eu la chance à l'époque, c'était Serge Toubiana qui était Red Chef au Cahier, et puis j'avais écrit une espèce comme ça de personnage un peu imaginaire qui s'appelait Roland Cassard, qui allait au cinéma et qui parlait des films en parlant de ce qui se passait dans la salle. Et je lui avais envoyé un texte et il a demandé à me rencontrer et il m'a proposé une chronique en fait. C'est-à-dire que j'avais une page dans les Cahiers du cinéma où je faisais ce que je voulais. Et c'est comme ça en fait que je suis rentré au Cahiers du cinéma, mais j'avais 24 ans, 25 ans. Et là-bas, je suis devenu un peu... en fait, comme j'avais juste cette chronique, j'étais très très mal considéré par mes acolytes critiques, parce que les Cahiers du cinéma, c'était fait quand même principalement par des étudiants, enfin par des très jeunes gens, etc., qui trouvaient quand même que ce que j'écrivais n'avait aucun intérêt, puisque c'était très romanesque, très fictionnel, et puis c'était pas du tout, en fait, dans le dogme, on va dire. Et comme je participais pas au comité de rédaction, etc., mais j'ai écrit pendant, je sais pas, 4-5 ans là-bas, mais vraiment que des chroniques en fait. Donc c'était une manière d'appartenir finalement à cette revue qui m'avait fait rêver, mais en même temps j'y ai jamais vraiment appartenu, c'est-à-dire que j'avais affaire qu'au Red Chef et pas du tout à la vie de la revue, quoi. Et en même temps, dans tes critiques, moi, c'est vrai que je t'ai entendu, la première fois que j'ai entendu ta voix, c'était à la radio, c'était un peu plus récent, sur France Culture et l'émission de Claire Vassé, mais tu as toujours été très virulent, quoi, dans tes critiques. C'est-à-dire que quand tu prenais la parole, en général, c'était pour dézinguer fermement, ou t'enthousiasmer aussi pour un autre film, mais c'était un regard quand même. On se disait, tiens, il place la barre quand même très haut, quoi. Il y a une idée du cinéma ou un amour du cinéma qui renouait aussi avec les origines du Cahier. Oui, c'était un peu, notamment au Cahier, en fait, parce que je me suis fait virer à un moment des Cahiers parce que j'avais écrit un papier sur Robert Guédiguian, sur Marius et Jeannette, qui était un grand succès à l'époque. Ouais. Et puis j'avais dit que c'était un film chevènementiste, je crois, ou un truc comme ça. C'était pas très fin de ma part. mais Guédiguian était très en colère. Gros succès, Marius et Jeannette. Énorme succès. Et je me souviens que Guédiguian avait appelé Toubiana pour me... Et bon, je me suis fait virer un petit peu après pour un autre texte, mais c'était un peu pour ça. Disons que après moi et notamment cette émission de Claire Vassé, ça s'appelait Le cinéma l'après-midi. C'est ça. Mais je pense que j'avais déjà forcément fait un film. Ça devait être après 17 fois Cécile Cassard. Et elle proposait à des cinéastes français comme ça de parler des films de la semaine. Et moi je trouvais ça vraiment intéressant parce que ce qui m'a amené au cinéma, c'était les films des autres. Et encore aujourd'hui, si je fais des films, c'est toujours pour répondre à d'autres cinéastes, etc. Et c'était assez drôle en fait cette émission parce qu'on était avant que ça démarre en fait en général les 4-5 films, notamment sur les films français, je me souviens, je ne les dénoncerai pas, mais de collègues cinéastes qui disaient c'est pourri, hein, ça n'a aucun intérêt et tout ça. Mais dès que le micro s'ouvrait, il y avait une espèce de diplomatie qui faisait qu'on disait toujours du bien des films français. Il n'y avait pas le droit Et moi, comme un idiot un peu provincial et têtu, en fait, je m'obstinais à dire vraiment un peu ce que je pensais. Et donc ça m'a valu une réputation de... Ouais, voilà. Que je paye un petit peu encore aujourd'hui des fois, mais on se disait aussi, mais on l'attend au tournant, quoi. C'est-à-dire, et lui, quoi. Il y avait ce côté-là. C'est toujours la chose compliquée, en fait. C'est-à-dire que moi, je me suis jamais considéré comme critique de cinéma parce que justement, c'était une chronique que je faisais, puis j'avais déjà publié des romans, etc. Donc, j'étais presque plus invité en tant qu'écrivain qu'en tant que. Et après, le rapport à, oui, parce que forcément. Forcément, il y a ce que vous aimez ou moins chez les autres cinéastes. Et puis après, quand vous commencez à faire des films, vous vous apercevez de ce que vous êtes capable de faire. C'est une chose que j'ai déjà dite, mais c'est vrai que
au bout d'un ou deux films, vous vous apercevez vite, si vous n'êtes pas complètement mégalomane, que vous n'êtes pas votre cinéaste préféré. Et en même temps, vous faites comme vous pouvez. C'est-à-dire que moi, je sais que dans mes films, je suis souvent le premier à ressentir des insatisfactions, des frustrations, etc. Et puis par moments, on a l'impression que soudain, c'est un peu plus gracieux que d'habitude, et donc on est content. Mais c'est compliqué le cinéma, parce que c'est à peu près impossible quand même d'être satisfait pleinement d'un film en tant que metteur en scène. Il y a toujours en fait des choses où vous sentez bien que vous n'y êtes pas arrivé, parce que c'est complètement con ce que je dis, mais c'est quand même très difficile de réussir un très bon film. Et après, ce qui est intéressant, évidemment, c'est quand moi, j'ai eu la chance assez rapidement de rencontrer un producteur comme Paolo Branco, qui m'a très vite dit que les films, il fallait en faire le plus souvent possible, et qu'il fallait jamais justement viser le chef-d'œuvre, mais que ce qui était intéressant, c'était aussi de construire une espèce comme ça d'œuvre où les films se répondent et tout ça. Et donc c'est vrai que j'ai toujours eu cette discipline-là, on va dire, d'avancer et d'essayer de faire régulièrement le plus possible des films et d'essayer. Alors, je vais égrener comme ça ta filmographie pour remettre des images aussi en tête. Et puis, voilà. Donc, 2002, 17 fois Cécile Cassard, Béatrice Dalle, tu en parlais. 2004, Ma mère, avec Isabelle Huppert, Louis Garrel, qui reprend un roman de Georges Bataille. Dans Paris, 2006, avec Romain Duris et Louis Garrel. Les chansons d'amour, 2007. La belle personne, 2008. Non, ma fille, tu n'iras pas danser, 2009, avec Cara Mastroianni. Homme au bain, 2010. J'ai beaucoup aimé, qui est passé un peu comme ça, de manière assez discrète, mais je trouve que c'est un film très, pour le coup, je me suis dit, tiens, il se met à poil, comme le comédien se met à poil. Les bien-aimés 2000. Pas forcément une vertu, de se mettre tout nu en même temps, mais... mais parfois on sent qu'il y a il y a parfois des parades où il y a des, et là il y a quelque chose qui m'avait touché. 2011 Les bien-aimés, 2014 Métamorphose, 2016 Les malheurs de Sophie, et là 2018 Plaire, aimer et courir vite. Alors je viens à Plaire, aimer et courir vite parce que tu parlais des contraintes et je lisais que ce film avait été écrit en pensant à Louis Garrel, par exemple, qui te suit, que tu fais tourner dans la plupart de tes films, et en voyant le film la première fois et en ne le sachant pas, on imagine évidemment pas ça, parce que les comédiens ont leur place et sont bien là où ils sont, quoi. Il y a quelque chose où on se dit, bah tiens, il a plutôt pensé à ces comédiens-là. On sent pas ce vide-là, cette écriture pour l'autre, pour un autre. Après, c'est compliqué pour moi de parler de cette expérience-là. Forcément, quand vous avez des comédiens que vous aimez bien, avec qui vous travaillez régulièrement, quand vous vous mettez à écrire un nouveau film, des fois vous projetez en vous disant tiens, c'est l'occasion de lui écrire ce rôle-là, etc. Et avec Louis, ça faisait longtemps en plus qu'on n'avait pas tourné, parce que Métamorphose et les malheurs de Sophie, et on avait écrit son film, Les deux amis, etc. Donc c'est vrai que moi j'avais construit ce personnage, c'est le personnage de Jacques qui est joué par Pierre Deladonchamp, autour de Louis, et voilà, et pour des raisons particulières et complexes, finalement Louis a décidé de ne pas faire le film. Et c'est vrai que pendant un moment, j'en parle d'ailleurs dans le bonus du DVD, oui, et tout ça, j'ai vraiment cru que ça allait détruire le film en fait. Et puis finalement, je pouvais pas vraiment renoncer au film, parce que on était en pleine préparation, on était à 3 semaines du tournage, donc c'était vraiment très compliqué. Ça voulait dire, j'entraînais avec moi quand même toute une entreprise. Cette histoire de renoncement en fait aurait été forcément mal vécue par mon producteur, par les autres acteurs, etc. Et donc je me suis décidé à le proposer à un autre comédien et à le proposer à Pierre Deladonchamp. Et après, en étant très clair avec Pierre, après, je crois très honnêtement que le film, du coup, s'est réinventé complètement. C'est-à-dire que
c'est ça qui est difficile quand vous changez de comédien, en fait, c'est quand vous essayez du coup de faire un duplicata d'une idée, d'une vieille idée que vous avez, et puis forcément vous avez un corps, vous avez une vitesse de jeu, vous avez un autre individu, en fait, tout simplement à filmer, et donc il faut surtout pas essayer, enfin moi en tout cas je peux pas... Faut pas faire du copier-coller. Donc c'est vrai que dès le premier jour du tournage, il a fallu que je fasse le deuil vraiment du film que j'avais en tête pour faire un autre film. Et ce qui a été très agréable, en fait, c'est que Pierre a été assez exemplaire, vraiment de générosité, d'implication aussi dans le projet. C'est-à-dire que lui, il croyait beaucoup plus au film que moi, en fait. Et lui, il était convaincu que c'était absolument pour lui. Et donc, du coup, je me suis laissé entraîner, en fait, par Pierre. Et puis, il y a eu une complicité entre Pierre et Vincent Lacoste très forte. Et donc, très vite, je sais pas comment je leur ai laissé un peu les commandes en fait du film pour qu'ils l'amènent ailleurs en fait. Et c'est vrai qu'au final, je suis vraiment ravi que Pierre soit dans ce film et qu'il existe par lui et avec lui. Et voilà. Après, voilà, de toute façon, c'est quand même le principe du cinéma. Il faut réussir à abandonner ses vieilles idées. C'est-à-dire que c'est toujours, quels que soient les films que vous faites, là c'était un peu violent parce que c'était sur un comédien, sur un rôle principal, etc. Mais les films sont toujours quand même une succession de déceptions pour un réalisateur. C'est-à-dire que entre l'idée que vous avez la première fois que vous commencez à écrire un peu dessus, l'idée que vous avez au moment du scénario, l'idée que vous avez même au moment du tournage et l'idée que vous finissez par réussir à faire advenir au moment du montage, vous perdez beaucoup de choses. Mais il faut savoir justement être attentif à ce que vous gagnez. Et là, dans ce film-là, vraiment les acteurs et les autres acteurs du film, l'ensemble des acteurs du film, ont vraiment, je sais pas comment dire ça, ont porté le film à ma place. Mais alors, préparez vos questions hein, si vous en avez. Non, je trouve que justement la réussite du film et l'équilibre du film est vraiment lié au casting évidemment Vincent Lacoste, je trouve qui n'était pas une première idée non plus, mais qui se trouve être de film en film, il est quand même à chaque fois assez étonnant. Et là, c'est quand même, il est le personnage, même et Bruno Podalides, qui n'a plus rien à prouver, et en même temps, je trouve qu'il apporte un équilibre. C'est plutôt Denis, en fait. Denis, pas. Ça aurait pu être Bruno. Ça aurait pu être Bruno, ça aurait pu être Denis Podalides, que je trouve aussi assez exceptionnel. Moi, je trouve qu'il y a une justesse dans les seconds rôles qui équilibre l'histoire, parce que bon, voilà, je crois que tout le monde a un peu vu le film, mais bon, c'est une histoire qui peut être assez lourde, et on en ressort avec un sentiment de légèreté, de tristesse, mais il y a une sorte comme ça de légèreté, quelque chose que tu arrives à attraper de ces années-là, de ce moment-là, voilà, de ces années terribles du sida, et du lieu où tu les as tournés aussi, c'est le lieu où tu as étudié, et j'ai appris ça aussi en préparant la rencontre. Tu as retrouvé ta chambre d'étudiant, tu as retrouvé, et ça se sent. Les scènes sont aussi imprégnées de ce vécu-là, et voilà. Après, tu y rajoutes du romanesque, mais parle-nous de ce choix-là. Ça s'est imposé, ces décors-là, cette ville-là, ces lieux-là où toi tu allais jeune aussi. En fait, le film, c'est parce qu'il s'inscrivait dans un projet plus large, où j'avais décidé c'était à la suite des... embarrassant de reparler de ça, mais en fait, vous savez, quand il y a eu toutes les lois autour du mariage homosexuel, etc., et donc de cette expression quand même populaire de tous ces gens qui sont descendus dans la rue et qui ont quand même exprimé quelque chose qui était, en tant qu'homosexuel, en tout cas, c'était difficile, mais je pense en tant que, en tant que tout le monde. En tant que tout le monde, voilà. Il y avait quelque chose, en fait, pour le moins véhément et voire très violent, et donc c'est vrai que je me suis dit à ce moment-là que je m'étais aveuglé, moi, en tant qu'artiste, que j'avais jamais pensé que l'homosexualité était un sujet de film, ni même... Enfin, je sais pas, j'avais l'impression, en tout cas, que j'avais pas de responsabilité par rapport à ça. Et là, c'est vrai que à ce moment-là, je me suis vraiment dit que
qu'il fallait répondre en fait, et que en tant que cinéaste, forcément, votre réponse, elle peut que viser l'imaginaire des gens, et que peut-être justement des gens de ma génération, on n'avait pas assez travaillé sur l'imaginaire des gens, et que donc on pouvait encore avoir à affronter des discours qui nous semblaient incroyablement réactionnaires et injustes en fait autour de l'homosexualité. Donc du coup, j'ai commencé à concevoir en fait un projet qui se déplierait en 3 actes. Il y avait d'abord un premier acte littéraire où j'ai publié un roman qui s'appelle Ton père il y a 1 an en fait, autour justement de un récit autour du fait, moi, que je suis père homosexuel, et qu'est-ce que ça pouvait, cette figure-là, quelle place elle avait dans la société, etc. Il y avait ce scénario Plaire, aimer et courir vite, où je me replaçais, on va dire, dans des années de jeunesse, en essayant comme ça d'interroger je sais pas comment dire ça, d'une manière romanesque en fait, la question de la transmission via une histoire d'amour. Et puis il y a une pièce de théâtre que là je viens de créer à Lausanne et qui tourne et qui sera à l'Odéon en janvier, qui s'appelle Les Idoles, et qui essaye là de rendre compte de figures qui ont été importantes pour moi à l'époque, d'artistes qui ont vraiment fondé et mon désir de cinéma et de littérature ou de théâtre, et qui sont tous morts du sida avant que j'arrive à Paris, comme Coltès, Guibert, Lagarce, il y a Collard, il y a Serge Danet, il y a Jacques Demy, et voilà. Et donc j'ai vraiment conçu en fait ce projet-là en 3 actes, en voulant profiter justement du fait d'appartenir à ces 3 domaines, et donc ils ont évidemment énormément communiqué entre eux, ces projets. Et un film comme Plaire, aimer, courir vite, pour moi, il était à la fois romanesque, il racontait une histoire qui ne m'est pas arrivée, qui serait comme ça une histoire d'amour justement entre un étudiant rennais à l'époque où moi j'étais étudiant rennais et un artiste parisien atteint du sida. Mais je voulais justement l'incarner en fait dans les lieux les plus réels et les plus proches et les plus intimes, et donc tourner dans la ville, dans la chambre où moi j'étais étudiant, en espérant comme ça qu'il y ait un effet de je sais pas comment dire ça, que ça allait, que la fiction allait se retrouver fortifiée par ça, et ça a été le cas. Après bon, c'est toujours très très embarrassant de se retrouver dans sa chambre d'étudiant avec une équipe de caméra, Vincent Lacoste, un autre jeune comédien, Luca, et leur dire bon, non, on va faire une scène d'amour et tout ça. Enfin, on a toujours un peu l'impression, là pour le coup, vous avez vraiment l'impression d'être un peu tout nu, ce qui n'est pas forcément la chose la plus que je préfère. Mais donc voilà, donc c'est vrai que le film il a une part d'intimité très forte, et en même temps il est très très nourri aussi de littérature, et notamment de cette littérature-là et de ces écrivains-là. C'est-à-dire qu'en cours de scénario, je relisais notamment beaucoup le journal de Lagarce en fait, et donc il y a beaucoup de scènes dans le film qui font référence en fait à des épisodes de la vie de Lagarce, de Guibert aussi, sur certains personnages, etc. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un film livre. Je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire qu'on peut le voir en tant que spectateur, ce film, mais j'ai l'impression qu'il place un peu le spectateur à justement à un endroit un peu différent des films de cinéma. Il place le spectateur un peu à un endroit de lecteur. J'ai l'impression que c'est un film devant lequel on peut être presque plus lecteur que spectateur. C'est juste. N'hésitez pas, soyez pas timide. Oui. Bonjour. En fait, ce que vous disiez là à propos des acteurs qui n'étaient pas prévus initialement dans le film, peut-être que je délire, hein, mais ça me rappelle la lettre que vous aviez écrite, la déclaration d'amour à vos acteurs là, que vous aviez publiée à Cannes. Au bout d'un moment, vous disiez, moins on se raconte à un acteur, plus on pourra espérer qu'il exprimera vos pensées les plus secrètes. Est-ce que c'est cette expérience-là, d'avoir été contraint de tout changer peut-être à la dernière minute, qui vous a fait peut-être découvrir une nouvelle relation à l'acteur, et pourquoi ce besoin d'avoir écrit cette lettre ? C'était une manière de les remercier un peu déjà, parce que dans ce cirque un peu que représente toujours la promo d'un film, en plus là le film il était à Cannes, etc., donc forcément vous êtes très sollicité, et à un moment
comme j'en ai eu la possibilité, je trouvais ça bien de parler d'eux, et puis mais pas de parler d'eux avec eux à côté, parce que forcément vous dites des âneries dans ces cas-là pour pas être trop embarrassant, trop sentimental ou ce genre de choses. Mais je crois beaucoup à ça. En fait, c'est étrange la relation avec les acteurs, parce que moi je suis pas ami avec mes acteurs. Le seul avec qui j'étais un peu ami, c'est Louis, mais du coup, on a vécu des étapes d'amitié qui vont justement aussi quand on n'est plus amis, quoi. Enfin, quand on se dispute entre amis et ce genre de choses. Et je crois beaucoup à ça, ouais, en fait, à cette idée que il y a tellement de manières différentes de toute façon de travailler avec des acteurs. Je trouve qu'au cinéma, en fait, souvent moins on en dit, mieux c'est. Moi, je l'ai souvent remarqué, par exemple, dans les prises, parce que vous ne pouvez pas vous empêcher en tant que metteur en scène, donc vous faites une prise, une deuxième, et puis vous allez voir un acteur, et vous dites « Ah, tu devrais faire un peu comme ça, et tout ça », et en général, c'est une catastrophe, quoi, parce que vous n'avez que des mauvaises idées. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. C'est pas que vous avez que des mauvaises idées, mais forcément, le temps, en fait, qui s'accorde à vos idées, eh ben, il faut refaire 4-5 prises pour que ça redevienne un petit peu intéressant. Alors que c'est beaucoup plus j'allais dire intelligent, mais non, c'est pas une question d'intelligence, mais de mettre toujours l'acteur suffisamment en confiance, on va dire, pour qu'il veuille soit un peu vous étonner, soit vous séduire, soit c'est vraiment une relation compliquée. Je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment ce qui me passionne le plus au cinéma. Je crois être un cinéaste quand même très attentif aux acteurs que je filme, et j'essaye toujours qu'ils soient le plus protégés possible, en fait, de tout ce qui est le bazar d'un tournage, parce que c'est toujours un énorme bazar, un tournage. Mais après, en fait, c'est pas un truc de confidence, quoi. Enfin, moi, c'est drôle parce que, par exemple, avec Vincent Lacoste, on s'est retrouvés du coup à faire des entretiens ensemble à Cannes, etc. Et où il y avait des journalistes un peu informés qui disaient « Ah oui, non, mais donc là, ça c'est vous, ça c'est vous ». Et je voyais Vincent se décomposer au fur et à mesure. Et parce que je lui ai jamais dit, en fait, ces choses-là. J'ai plutôt toujours parié sur une relation plus neutre, en fait. Je trouve que la neutralité dans les relations entre un metteur en scène et un acteur, et puis surtout que c'est tellement facile d'être affectif. Je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que forcément, un acteur, une actrice, sur un plateau, particulièrement sur un plateau de cinéma, c'est différent encore sur un plateau de théâtre, les relations que vous avez avec eux, mais ils sont d'une telle vulnérabilité. C'est quand même un métier absolument impossible d'être acteur au cinéma. Enfin, je sais pas comment dire ça. Les gens ont toujours tendance à dire « Ah ouais, ces acteurs qui sont payés des millions ». Bon, déjà, il y en a plein qui sont pas payés des millions, mais même ceux qui sont payés des millions, c'est pas normal comme activité. Enfin, personne n'a envie d'être regardé de près pendant 8 semaines, à n'importe quelle heure, et de faire des choses qu'a priori ils avaient pas envie de faire. Enfin, il y en a qui le prennent comme une expérience incroyable de la vie que j'aurais pu avoir. Je ne serai jamais, je sais pas, amoureux dans les années 80, voilà. Ouais, l'identification, les personnages, tout ça n'existe pas tellement au cinéma. Ouais. Moi, j'y crois pas trop. D'accord, ok. Enfin, c'est pas trop mon truc. En tout cas, non, les acteurs, quand ils s'intéressent. Moi, je vois bien quand même quand. Oui, par exemple, Pierre et Vincent, c'est deux acteurs tellement différents. C'est-à-dire que Vincent, il appartient vraiment à une catégorie d'acteurs avec qui moi j'ai souvent travaillé, qui sont les acteurs, comment j'allais dire ça, ironiques. C'est-à-dire, c'est des acteurs qui sont. Comme Garel. Bah, voilà, Louis est comme ça. Oui. C'est des acteurs qui se dédoublent. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils ont à faire, et puis ils jouent aussi un peu le commentaire de ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, il y a toujours une espèce comme ça de. Protéger. Ouais, c'est une protection, mais c'est très brillant. C'est-à-dire que ils ne cessent de dire aux spectateurs quand même, c'est de la fiction, ce qu'on est en train de faire. Et puis quelqu'un comme Pierre, lui, c'est l'inverse. C'est vraiment un acteur naturaliste, très investi, et qui ne peut pas jouer quelque chose sans le ressentir pleinement. C'est vraiment un acteur. Tu fais des catégories d'amants aussi dans le film. Oui, bah là, il y a des catégories d'acteurs qui sont. Ouais. Bah, on pourrait par exemple les séparer d'une manière simple, c'est dire voilà, Vincent c'est un acteur liquide et Pierre c'est un acteur solide. Et donc Vincent, voilà, dans les scènes,
il circule dans les répliques, dans les rapports à l'autre, etc. C'est vraiment, c'est liquide, quoi. C'est une eau en fait que voilà. Ouais, il y a un truc qui s'écoule, qui est tout le temps en mouvement, et voilà. Alors que Pierre, c'est une pierre pour le coup, et donc Pierre, il ne peut jouer que s'il a compris l'émotion que vous voulez qu'il joue, en fait. Et donc forcément, vous parlez pas de la même façon à deux acteurs comme ça, voilà. Est-ce qu'il y a des acteurs atmosphériques alors? Est-ce qu'il y a des acteurs plus vaporeux? Plus vaporeux. Podalides, tu le mettrais dans quelle catégorie, par exemple? Ah, Podalides, il est liquide. Podalides, Vincent, Chiara, Mastroianni, ils font partie de la même famille. Pierre, il est plus du côté de Romain Duris, par exemple. Romain, il était de la même manière, en fait. Et donc, forcément, en tant que metteur en scène, vous n'agissez pas avec eux de la même manière. Mais sur cette idée de la neutralité affective, on va dire, ça ne veut pas dire qu'on s'entend pas bien au moment du tournage et qu'on rigole pas et qu'il n'y a pas aussi même une sensualité, parce qu'il y a une très grande sensualité finalement. Vous n'arrêtez pas quand même de tripoter les gens, de les dire tu devrais te mettre là, machin, etc. Enfin, je sais pas comment dire ça, c'est-à-dire que le corps du metteur en scène et le corps de l'acteur ou de l'actrice sont constamment en contact. Certains en profitent d'ailleurs, mais en tout cas c'est toujours intéressant, je trouve, quand l'acteur ne sait pas très très bien au fond ce que vous ressentez, il me semble. Après je dis ça et puis il y a peut-être d'autres cinéastes mais en tout cas moi ça me gêne beaucoup quand je vois dans les films des acteurs qui sont sous le pouvoir absolu du metteur en scène. Et quand il y a une domination de la mise en scène sur l'acteur... Tu penses à quel réalisateur, par exemple? Mort. Voilà. Non, c'est... Kubrick, je sais pas. Voilà, Oui, alors Kubrick, c'est encore autre chose, parce que tout est tellement sous la domination que je suis pas sûr que l'acteur l'échappe pas un tout petit peu, mais il y a des acteurs, en tout cas, c'est-à-dire que moi je trouve toujours compliqué, parce que quand un metteur en scène a un rapport d'assujettissement, enfin vraiment, c'est vraiment ça, l'acteur est assujetti en fait à son pouvoir, ça veut dire qu'il veut aussi que le spectateur soit assujetti à son pouvoir. Et donc ça donne en général des films qui sont d'une très grande autorité. Sauf qu'en tant que spectateur, on sait bien que les spectateurs de cinéma adorent l'autorité, souvent. Ils sont plutôt très, très troublés quand ils sont libres face à un film, quand on leur dit pas à quelle place être, etc. et tout ça. Donc souvent, en fait, on admire ce genre de jeu parce que c'est rassurant aussi pour le spectateur. Mais moi, je rêverais un jour d'avoir une relation, parce qu'après, je dis ça, et puis je sais pas, je vois bien que quand Truffaut filme Deneuve dans La Sirène, alors qu'ils vivent une histoire, que quand Godard filme Anna Karina dans Vivre sa vie, ou ça doit être très très beau de filmer un acteur, une actrice où il y a quelque chose qui continue après le plateau. Mais en même temps, ça me paniquerait assez, en fait, je crois. Enfin, c'était peut-être pas la question d'ailleurs. Mais... Une autre question. Et c'est très différent au théâtre, quand même. Parce que là, moi, je viens de faire une mise en scène, donc ça fait 8 semaines avec des comédiens, etc. Et là, c'est... Il y a des comédiens, il y a Marina Foïs dans la pièce, qui vient du cinéma, avec qui on a aussi travaillé au cinéma. Et là, au théâtre, c'est vraiment encore autre chose. C'est vraiment... apporter justement à l'acteur les capacités de prendre le pouvoir sur le plateau. Et donc là, vous êtes beaucoup plus, je sais pas comment dire ça, ouais, vous armez l'acteur en fait pour pouvoir se passer de vous. Et donc du coup, vous pouvez vous permettre, je trouve, d'avoir des rapports plus proches. Puisque de toute façon, c'est pour qu'il vous igouille à la fin, enfin, qu'il fasse sans vous. Donc... Il y a quand même, je reviens au film, mais un rapport au texte. Je trouve que le film est très écrit, les dialogues sont très écrits. Et tu peux me parler peut-être de ça et tu parles de ces acteurs voilà, la façon dont tu as de les diriger ou de ne pas les diriger, mais en même temps ils sont aussi prisonniers de ce texte. C'est-à-dire qu'il faut le mettre en bouche. Et c'est un texte, c'est pas le cas de tous les films quand même. Et là, je trouve que c'est un texte très précis et
qu'ils arrivent à s'approprier tes mots de manière, je trouve, encore une fois, très incarnée, personnelle. Je trouve que c'est assez fort, parce que on sent que il n'y a pas de base d'impro, il y a peut-être une base d'improvisation, mais on sent que c'est surtout très écrit, quoi. Oui, en tout cas, c'est des films où le dialogue est vraiment. Il y a un rythme, il y a quand même. Porte beaucoup la fiction, et c'est très bavard, en gros, quoi. Non, mais il y a une vraie belle qualité des dialogues. C'est ça que c'est pas seulement bavard pour être bavard, mais Moi, j'avoue que j'assume peut-être de plus en plus ça, parce que 17 fois Syl Cassar, je pense, par exemple, il doit y avoir 10 lignes de dialogue. Parce que je voulais surtout pas qu'on dise que c'était un écrivain qui avait fait un film, etc. Ce qui était vraiment idiot. Et maintenant, j'assume un peu plus ce plaisir-là. Et puis aussi, c'est parce que comme je fais plus de films que je n'écris de romans, j'ai toujours un peu l'impression quand même que mes films sont enfin, que me permettent un petit peu de continuer à être écrivain, en fait. C'est compliqué, cette place-là, parce que quand je disais que je trouvais que c'était un film, en tout cas que j'espérais que c'était un film qui donne une place de lecteur au spectateur, en tant que cinéaste, moi je sais que j'aime bien avoir une place d'écrivain sur un plateau. Et donc c'est l'inverse de l'écriture normalement sur un plateau, ou alors c'est être écrivain mais au milieu d'auto-tamponneuses, quoi. Vous voyez, c'est pas l'endroit quand même le plus idéal pour écrire. Mais j'aime vraiment ça, en fait, quand j'ai l'impression que les comédiens prennent en charge, pour le coup, une parole qui pour le coup est très personnelle et très intime, en fait. Mais ça veut pas dire, par exemple, avec tous les comédiens avec qui je travaille, et là c'était vraiment le cas avec Vincent, avec Pierre ou avec Denis, j'ai aucune s'il y a une phrase qu'ils aiment pas, un mot qu'ils aiment pas, etc., mais j'ai aucun problème pour l'enlever et tout ça. Je suis pas du tout à leur dire non, c'est au mot près, etc. Au contraire, en fait, j'aime bien que ce soit assez impur et que après, voilà, ça fait peur. Je sais que quelqu'un comme Vincent, il a un long monologue, en fait, à la fin du film, et le premier jour de tournage, en fait, il m'a dit je le sais, et je trouvais ça insensé quand même et il s'est tellement entraîné, en fait, à le dire, parce qu'il voulait le maîtriser absolument, etc. Et c'est assez impressionnant, parce que c'est vrai que dès les premières prises, c'était vraiment juste. Et ça, c'est quelque chose, en fait, où les comédiens de cinéma, c'est assez rare qu'ils se lancent dans une scène. En plus, là, il y a beaucoup de plans séquences, etc. Je pense que la scène du monologue de Vincent, bon, après, au montage, c'est un tout petit peu découpé, mais pas tant que ça. C'est presque 10 minutes, en fait, à parler sans s'arrêter. Et c'est assez rare sur un plateau de cinéma, en fait, que le comédien, soudain, règne comme ça d'une manière solitaire avec un texte face à une caméra. Mais c'est un cocktail étonnant, je trouve, Vincent Lacoste, parce que on a l'impression qu'il y a de la jeunesse, de l'immaturité, et en même temps on sent qu'il y a un travail derrière, et il est totalement conscient de ce qu'il fait. Il y a une palette en même temps. Il a une palette, je trouve, assez incroyable. Et puis un rapport avec son corps, quoi. Il y a une façon de bouger qui est très. Bon, ça, je l'ai un peu embêté. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, quelle est ta part de responsabilité là-dedans ? Non, mais je sais qu'une des premières choses que je lui ai dit, c'était important pour moi que ce soit un objet de désir, en fait, dans le récit, son personnage. Et Vincent, il a rarement joué des objets de désir. Souvent, c'est un peu le voisin où on n'a pas vu venir et on se dit ah ouais, non, finalement il est mignon. Mais c'est en cours de film, vous voyez, c'est dans la dernière bobine, quoi, que ça arrive. Et là, il fallait qu'au contraire, il y ait une espèce comme ça d'attraction très forte sur lui, et que cette attraction, elle soit douce en même temps, hein. Je voulais pas qu'elle soit arrogante, mais donc je l'ai un peu envoyé au sport. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Donc voilà, il s'est redressé un peu, etc. Et puis on a beaucoup travaillé sur sa silhouette, les cheveux. Alors, les cheveux de Vincent, c'est quand même... Parce que, je sais pas, ce garçon qui a énormément de goût n'a aucun goût capillaire, quand même. Donc il faut bien avouer qu'il ne comprend pas ce qui peut lui aller ou pas en termes de cheveux. Et moi je voulais couper, et comme il faisait un autre film derrière, je pouvais pas aller aussi loin que je voulais. Donc en tout cas on a beaucoup travaillé ça, et
Et aussi parce que comme je savais qu'il y avait quelques scènes de nudité, etc., je voulais qu'il se sente très à l'aise avec son corps, en fait. Qu'il n'ait pas... Parce que Vincent, si vous regardez dans les films, souvent il cache quand même énormément son corps, en fait. C'est pas un acteur... Enfin, c'est un acteur très réservé d'un point de vue... Oui, qui est physique, pudeur, quoi, voilà. Oui. Et donc là, il fallait qu'au contraire, en fait, il soit, enfin, je sais pas quoi, il soit assez sûr de lui. Et donc voilà, donc on a beaucoup travaillé là-dessus avec Vincent. Enfin, beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé, c'est juste passer une après-midi à essayer plein de jeans, à lui dire ça lui va, ça te va pas. Voilà, c'est pas non plus un travail insensé, hein, mais. Non, mais c'est intéressant de pousser un acteur aussi dans ses retranchements et de voir jusqu'où il est, jusqu'où il est prêt à aller aussi dans un rôle, pour essayer de coller un personnage qui peut être qu'on peut imaginer un peu loin de lui, quoi. Et je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui est. Oui, après Vincent, moi je doutais pas que, par exemple, par rapport à l'homosexualité, etc., que la crédibilité de Vincent, en fait, sur sa séduction auprès d'autres hommes, etc., enfin, avant de tourner, je doutais pas que sur l'écran, on pouvait tout à fait le trouver séduisant et il pouvait séduire des hommes autant que des femmes. Et puis moi, j'ai eu la chance d'arriver aussi au moment où Vincent, ça y est, il sort vraiment des beaux gosses. Il a quand même fait beaucoup de films intéressants, alors plus des fois dans des seconds rôles, etc. Mais là, il arrive à une période de maturité, en fait, qui fait que Vincent, maintenant, on peut l'envisager à peu près dans tous les rôles. Alors que je pense qu'il y a encore 4-5 ans, il était plus enfermé dans un type de personnage. Mais après, ça, c'est à la fois très beau pour les acteurs et les actrices, et c'est aussi très cruel, mais ils ont tous des moments de grâce comme ça pendant quelques années, où soudain tout leur est permis et où tout est possible. Et Vincent, il rentre, il est très très jeune en fait, hein, il a 24 ans, enfin il doit avoir 25 maintenant. Et les beaux gosses, c'était très tôt, il était très jeune. Oui, il avait vraiment 12-13 ans. Donc, c'est pour ça en fait qu'il a une grande maturité. C'est-à-dire que c'est à la fois un jeune acteur, parce qu'à 24-25 ans, vous êtes un jeune acteur, mais il a déjà 10 ans de métier derrière lui. Et puis, il a déjà tourné avec des monstres sacrés, etc., avec des acteurs très importants, dans des gros films ou dans des petits films. Donc, il a une... Il est plus impressionnable, quoi. Ouais, non, c'est pas un garçon impressionnable, Vincent. Et tu fais quoi dans la vie alors? Je pense que vous le saviez, monsieur. Bah non, on peut faire plein d'activités différentes dans un théâtre, non? Mais quand vous avez dit que vous aimiez bien lire. Et non? Non, rien. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Là, je cours à ma perte. Non mais sérieusement? Sérieusement. Et sinon, je suis écrivain. Je m'appelle Jacques Tondeli. Non, j'ai déjà entendu parler de toi, je t'ai jamais vu, mais... Et moi, je croyais avoir affaire à un admirateur. Comme on peut se tromper parfois. Non, mais je dis pas tellement les vivants, c'est tout ça. Ah, bah, on aurait pu attendre très longtemps, je pense. C'est Jacques Tondeli. Ouais. C'est drôle. Bah, je pense pas que c'est vraiment drôle. Enfin, je crois qu'on attend notre commande. Bonsoir. Alors, 2 américains briochés, s'il vous plaît. Oui. Et tu veux une bière? Oui. Bah, 2 alors, s'il vous plaît. Ok. Merci. C'est un film très sentimental. C'est un défaut que j'assume maintenant. Donc non, mais je trouve qu'il y a vraiment ce fil-là et ce ton-là qui est tenu, et même s'il y a évidemment des scènes des scènes d'amour, des scènes de sexe, des choses assez crues, mais moi j'en suis ressorti et triste et en même temps encore une fois assez léger, et puis rempli de vraiment de belles choses, quoi. Alors que le sujet est lourd, alors qu'il y a il peut y avoir quelque chose de très très pesant et non, quoi.
Donc voilà. C'était absolument pas une question. Et c'est pour ça que je ne réponds pas. Allez-y. Oui. Merci. Bonjour. Bonjour. Quand j'ai vu votre film, quand je suis sorti de la salle, je me suis dit tiens, ça traite pas du tout de l'homophobie alors qu'on est dans les années début années 90. Est-ce que c'était un choix du coup? Et pourquoi? Alors c'est étonnant que vous dites ça, mais je crois que toute proportion gardée évidemment, etc. Puis c'est toujours un peu dangereux de dire des généralités, mais en tout cas le souvenir que j'en ai, c'est que le sida nous protégeait beaucoup en fait de l'homophobie, étrangement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le rapport de la société aux homosexuels à ce moment-là était plus de l'ordre du je sais pas comment dire ça, de la compassion, vous voyez, pour certaines personnes, soit de l'idée que c'est de la menace ou de la pitié, etc. Mais en fait, les années SIDA n'ont pas... je sais pas comment dire ça. En tout cas, moi, je m'en souviens pas. L'homophobie, en tout cas, ne s'exprimait pas du tout de la même manière qu'on peut l'entendre aujourd'hui. Et c'est vrai que ces personnages-là ne sont pas en conflit, en fait, à un moment, avec un monde extérieur qui soit les discriminerait, soit les... voilà. Alors, c'est à la fois la mémoire que j'en ai, et aussi, je dois avouer que dans mon cinéma, quand même, je suis pas très doué. Enfin, en tout cas, je suis... je sais pas comment dire ça. J'ai rarement essayé de présenter des personnages qui soient en conflit avec la société ou qui soient mis à part de la société, etc. Alors on peut trouver que c'est un aveuglement de ma part ou une facilité ou voilà, mais c'est vrai que les luttes de mes personnages sont toujours beaucoup plus intimes finalement et parce que en tant que scénariste, j'avoue que dès que je commence à mettre parce que souvent ça passe forcément par l'écriture de personnages contraires, j'allais dire. C'est-à-dire vous commencez à écrire des héros, etc. Puis après, vous écrivez des personnages secondaires qui viennent dire là, ce serait assez facile en fait de mettre comme ça des personnages de salauds ou je sais pas, une famille par exemple qui serait très en conflit avec un des deux personnages, etc. Et en fait, je me sens toujours très vite caricatural en fait quand je fais ça. Enfin, je trouve j'ai du mal moi en tout cas à mettre ça en scène en fait dans mes scénarios. Donc c'est vrai que très souvent en fait mes personnages ils ont des conflits, mais qui sont toujours des conflits personnels et rarement d'ordre envers la société. Mais vous remarquerez aussi que c'est pas non plus des personnages qui cherchent à s'intégrer dans la société. C'est-à-dire que ils se satisfont assez bien d'être à la marge. Et finalement, que ce soit Jacques qui a sa vie à la fois avec ses amis, ses amants, il a son fils, la maman de son fils, etc. On sent en fait que c'est des gens qui se sont inventés une vie qui échappe finalement à la vie commune et à l'opinion du coup publique. Donc c'est vrai que j'ai pas... Je crois que c'est pas ma manière en fait. J'avais pas envie en fait de les mettre soudain dans une situation où et puis en plus on le voit, hein, c'était assez facile forcément. Un malade du sida dans les années 90, que ce soit à l'hôpital, que ce soit il peut être vite discriminé en fait. Vous savez, c'est toujours aussi le même souci en fait qu'on a en tant que cinéaste. En tout cas, c'est un enjeu qui moi m'interroge beaucoup. C'est-à-dire que je trouve qu'on fait une injonction aux cinéastes français d'être très sociologue finalement, en fait, comme si on était censé représenter la société et que notre valeur en fait était déterminée par le fait que nos films ressemblent plus ou moins à la vie réelle. Et moi, j'ai toujours essayé d'échapper à ça. C'est-à-dire qu'à la fois, mes films, ils ont un caractère assez réaliste, mais ils sont en rien naturalistes, en fait, par rapport à ça. Et au contraire, que ce soit quand je mets des chansons, ou les textes très écrits, ou
quand je fais Métamorphose, etc. J'ai toujours essayé de m'affranchir, on va dire, de cette espèce de mission qu'un cinéaste se doit de représenter la société. Je ne crois pas que ce soit ma mission. Moi, ma mission, il me semble, c'est plutôt de viser l'imaginaire des spectateurs. Et là-dessus, j'appartiens vraiment à une école, j'allais dire, en tout cas, c'est-à-dire que la lecture, pour le coup, de gens comme Serge Danet, etc., avec cette idée qu'un film vise une utopie et ne vise pas la représentation de la société, c'est quelque chose qui m'a tellement fondé comme cinéphile quand j'étais jeune, qu'aujourd'hui, dans mes films, je pense que jamais je ferai un film à... Ça ne veut pas dire que je ne peux pas les apprécier chez les autres, hein, mais... où il y a comme ça une espèce de combat social mené par des personnages et qui transmettent une espèce de message comme ça soit de rébellion, soit d'injustice, soit au contraire d'apaisement envers le spectateur. Je me sens pas très à l'aise en fait avec ce cinéma-là. Tu parlais de musique et c'est vrai que alors c'est intéressant de voir qu'en un an il y a le film de Romain Cambillo qui est sorti sur Actop, il y avait la série de Philippe Faucon, Fierté également, donc on sent qu'on c'est une génération vous êtes une génération de cinéastes qui a envie de revisiter aussi ces années 80. Toi, tu les et tout l'apport musical, ce travail-là, et c'est vrai que moi je me suis surpris à réentendre des musiques que j'avais pas entendues depuis longtemps, Prefab Fruits que j'avais pas entendu depuis très très longtemps, des choses comme ça. Mais c'est génial, pop un peu sucré comme ça, et ça participe vraiment de cette voilà ce parfum quoi des années 80. Comment tu as travaillé ça c'était relativement ouais, j'ai essayé de remettre dans le film la musique qui était la musique que j'écoutais quand j'avais 20 ans. Mais c'est pas lourd, c'est-à-dire que c'est pas, elle intervient à des moments où elles sont vraiment voilà, placées par les personnages et en même temps elles sont pas, c'est pas indiqué comme ça, c'est pas alourdi quoi. En même temps c'est toujours complexe parce que forcément une musique elle a toujours un caractère iconique en fait, donc c'est un marqueur effectivement d'époque, et puis on peut vite en avoir une utilisation publicitaire finalement dans les films des musiques. Donc c'est la frontière entre un usage, j'allais dire publicitaire et maniériste en fait d'une musique, et puis une musique qui se déploie dans le film et vient essayer de nourrir ou de déplier une humeur. C'est la perception qu'on peut en avoir est toujours très subjective finalement. Là, l'idée, c'était, voilà, je regrette juste vraiment parce que le groupe, je pense, qui comptait le plus à mes yeux quand j'avais 20 ans à Rennes, c'était The Laz, qui était un groupe qui a fait qu'un album et qui était vraiment un groupe que moi j'adorais. Et puis surtout, j'avais vécu un truc insensé à Rennes après leur concert. Je les avais rencontrés, etc. Enfin, je les avais rencontrés. Le chanteur avait bu dans mon verre de bière que j'ai conservé pendant des années sur mon bureau, etc. En tout cas, pour moi, c'était voilà, il y avait un fétichisme. Et j'ai jamais pu obtenir les droits en fait de cette musique parce que ils se sont séparés et que c'est très compliqué aujourd'hui. Mais autrement, oui, non, j'étais assez heureux de pouvoir dans un film qui est quand même un film qui dure 2h10, etc. C'était important pour moi que qu'il y ait une structure musicale, on va dire. Le film lui-même, je trouve, a une structure musicale dans sa dramaturgie. Et donc c'est pas un film chanté, mais il me semble que la musique est vraiment assez essentielle dans le récit. Ouais, une dernière question, et puis après on passera à la dédicace, et puis que vous ayez tous le temps de rencontrer Christophe, d'échanger peut-être. Non, tout le monde est timide, intimidé. Tes projets, est-ce que tu veux en parler ou pas? Tu préfères pas? Projet de cinéma ou c'est question subsidiaire? Si, on a toujours des projets, heureusement. Le film d'après, c'est celui-là a marché. Il y a eu combien d'entrées salles?
pourrais pas dire exactement, mais Oui. ils étaient contents. Les producteurs et les distributeurs étaient contents. Voilà. Moi, c'est la seule chose. Les spectateurs étaient contents, les producteurs. Les spectateurs, non, après, c'est un film pas cher du tout, en fait. C'est un film qui est fait en annexe 3, donc quand on dit annexe, enfin bon, bref, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est un film qui avait un petit budget, donc du coup, le fait d'aller à Cannes, d'être en compétition et que le film fonctionne correctement en salle, en fait, ce qui est important, c'est l'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut pas. Enfin, il faut pas. Si, on a le droit. On peut faire Un peuple et son roi, mais on a intérêt à faire 1 million d'entrées derrière. Vous voyez. Et je trouve très courageux, Pierre Schoeller, de faire Un peuple et son roi. Mais moi, je sais très très bien que j'aurais pas 1 million de spectateurs sur mes films. Que j'admets assez bien ça, en fait. On te propose des films ou c'est toi qui est... Non, on me propose rien. Enfin, on t'a pas proposé Un peuple et son roi, quoi. Non, bah là, c'est un projet de Pierre Schoeller, mais non, mais c'est un peu une blague, mais c'est pas vraiment une blague. C'est-à-dire que c'est pas une révélation que de dire que le cinéma français va pas très bien, et notamment le cinéma français d'auteur. Ça n'intéresse pas grand monde. C'est toujours un peu une mauvaise nouvelle quand vous commencez à dire que vous allez faire un nouveau film. Très honnêtement, que les financiers et tout ça, ils vous disent vraiment, vous êtes sûr? Et donc ça nécessite quand même une obstination. Il faut être très entêté et puis il faut être un tout petit peu judicieux dans la manière d'envisager ça. Et moi j'ai admis que, et c'est pas du tout par élitisme ni rien, mais au contraire, c'est plutôt un truc de lucidité un peu honnête. Enfin, je trouve que c'est assez honnête. Je prétends pas m'adresser à tout le monde. Voilà. Je prétends pas m'adresser à tout le monde. Je rêverais de ça, parce que j'ai adoré des films de cinéma incroyablement populaires et incroyablement exigeants. Je sais pas, Chantons sous la pluie. Si j'étais capable d'écrire et de faire ça, j'en serais ravi, mais j'en suis pas capable. Donc je sais très très bien que je m'adresse quand même à des gens... qui après il peut y avoir des bonnes surprises, il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir des, vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve qu'il faut accepter à un moment que, enfin moi en tout cas j'ai accepté que les spectateurs c'est comme une bonne compagnie, vous voyez, c'est-à-dire que et un film comme celui-là, je sais très très bien que à la fois je me dis qu'il peut y avoir des gens qui viennent voir ce film et qui soudain se disent ah tiens je vais aller écouter telle musique, lire Guibert et que ça ouvre en fait. Et mais je pense que c'est difficile de prétendre s'adresser à tous. Or en tant que cinéaste vous avez toujours cette injonction-là, en fait, on vous dit toujours qu'il faut s'adresser à tout le monde, comme si on était tous. C'est les télés qui disent ça. Hein. C'est peut-être pas les ouais, mais comme c'est eux qui financent encore beaucoup le cinéma. Et donc c'est compliqué parce qu'en même temps, je vois bien que le cinéma d'auteur a une destinée de. J'ai très très peur que dans quelques années on soit si Netflix te propose comme dans l'art contemporain, etc. Et que du coup, vous voyez, on devienne vraiment pour le coup un truc de musée et tout ça. Et c'est quand même très agréable en France. On est tellement privilégié de pouvoir encore sortir un film comme ce film-là sur, je crois que c'était 120, 130 écrans en France. Ça, c'est dément. Mais j'ai tout à fait conscience que c'est très fragile aujourd'hui. Après, la question de Netflix, moi, la question de Netflix et des cinéastes à Netflix, il n'y a pas de souci avec ça. Enfin. Juste, je trouve, pour le coup, je comprends très bien Thierry Frémaux qui prend pas un film Netflix. C'est pas pareil de faire du cinéma pour abonnés et pour spectateurs. Pour moi, ça veut pas dire que je serais contre de faire un cinéma pour abonnés. Moi, quand j'ai fait La Belle Personne, c'était pour Arte. Et puis finalement, le film est sorti aussi en salle, mais j'étais pas contre travailler pour une télévision. Mais par contre, je trouve que c'est important qu'on soit... que tous les acteurs du cinéma, on soit très très vigilants pour se dire qu'un film, il faut qu'il ait une accessibilité en salle pour pouvoir être... enfin, qu'il faut en tout cas privilégier
les films qui se battent pour une accessibilité en salle. Autrement, on est foutu parce que des gens comme Netflix, etc., ils ont beaucoup d'argent, donc c'est tout à fait normal que de leur part, et c'est plutôt très intelligent, ils ont l'opportunité d'aller travailler avec des cinéastes intéressants qui n'arrivent pas à monter leurs films autrement. Mais sauf que c'est vraiment, comme on dit, c'est vraiment la branche sur laquelle on est assis. C'est-à-dire que si on n'est pas la solidaire des distributeurs, des producteurs de cinéma, et que nous, on se met à faire des films pour abonnés, il ne faudra pas qu'on soit surpris que dans 10 ans, quand Netflix n'aura plus du tout envie de faire du cinéma et de faire que du foot ou du baseball, plus personne, enfin l'appareil de production des films n'existe plus. Donc c'est vrai que c'est une période en fait où tous à des niveaux très différents. Je trouve qu'il faut être vigilant. Oui. Vigilant. Ouais, très vigilant parce que là. Moi, je me souviens quand j'avais 20 ans à Rennes, le mercredi était quand même pour moi l'événement de ma semaine en fait. C'est-à-dire qu'il y avait 3-4 films que je voulais aller voir et je voyais bien que même mes amis cinéphiles, je pouvais partager ça avec eux. Aujourd'hui, la sortie d'un film ne fait plus événement pour grand monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je vois bien mes copains et tout ça, ils me parlent justement des séries qu'ils voient à la télé, etc. Quand j'ai mis le dernier film que tu allais voir au cinéma, alors ils vont voir souvent des Marvel et tout ça parce que ça les fait rire, mais finalement sur le cinéma français, ils y vont super peu. Et on sait bien que le public cinéphile, alors c'est un peu particulier à Paris. À Paris, en fait, on a encore un public cinéphile de jeunes gens, mais en province, en fait, il vieillit terriblement ce public-là. Et donc voilà, donc il faut. Et donc tes projets? Donc mes projets, c'est de faire des films pour vieux. D'accord. Non, j'ai honte de dire ça. C'était une mauvaise blague, évidemment. Non, mes projets, en fait, justement, j'aimerais faire un film très un peu. Je sais pas, il est écrit, voilà. Si tu n'as pas envie d'en parler. Non, on peut parler des films avant qu'ils se fassent, surtout que des fois ils vont pas se faire, donc c'est une manière de les faire un tout petit peu exister. Mais voilà, c'est un film autour de 4 comédiens et qui est un film un peu justement avec un plaisir de fiction. En tout cas, je vise un plaisir de fiction. J'ai vraiment envie de raconter une histoire particulière et d'une manière particulière en fait. Donc c'est moins sur des émotions personnelles, on va dire, mais plus sur des convictions personnelles. Donc plaisir de fiction, émotion personnelle. Wow, ouais, c'est ça le problème, c'est qu'on dit toujours des conneries quand on parle d'une manière vague des films. Mais bon. Non, mais on l'attend alors impatiemment. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. C'est le moment humain qui compte. Humain, d'être humain à être humain. D'accord. Tu l'appelles comment? Clara. Merci bien. Si tu veux y arriver. C'est bon, tout le monde est prêt? Oui. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ah oui, bien sûr. Des objets, De rien. Au revoir. Exactement, et j'aimerais le faire à quelqu'un qui